Ce soir, nos mémoires du zinc sont consacrées à Jean-Christophe Ruffin à l'occasion de la sortie de son dernier roman, Le parfum d'Adam, paru aux éditions Flammarion. Alors je lis tout de suite le sous-titre parce qu'il dit le projet. 100 heures pour sauver l'humanité, le premier thriller écolo. Bonjour Jean-Christophe Ruffin. Bonjour, alors Daniel. on a voulu faire peur Non, avec ce pas livre peur, mais on affiche un genre, clairement. C'est-à-dire que c'est un livre d'action, c'est un livre dans lequel on entre, j'espère, avec l'envie de tourner les pages. Oui. Alors il commence, oui, on l'a dit, comme un thriller, c'est-à-dire qu'il y a un cambriolage dans un laboratoire, une jeune française, Juliette, une écologiste militante, saccage le laboratoire et vole une fiole que l'on va suivre un petit peu dans le monde entier. Et ce livre pose la question de l'écologie radicale, quelque chose qu'on ne connaît pas très bien. Comment vous définiriez l'écologie radicale pour nous apprendre un peu ce que c'est, parce que ça fait peur? Oui, justement, l'histoire, c'est celle d'une fille qui est une Française qui ne connaît rien à l'écologie, j'allais dire mondiale. Elle connaît notre écologie française, qui est bien gentille. Et puis elle va découvrir qu'en fait, l'écologie ailleurs, aux États-Unis, en Angleterre en particulier, a des couleurs tout à fait différentes. Qu'il s'agit de gens qui peuvent, pas tous, mais dont certains peuvent être extrêmement radicaux et aller jusqu'à tuer. Parce qu'au fond, si vous poussez l'idée écologique jusqu'au bout, si vous considérez que l'homme est l'ennemi de la planète, il faut redonner des prédateurs à l'homme d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'homme prolifère, il détruit la planète et par conséquent, un jour ou l'autre, il faut s'attaquer à lui. Voilà, c'est ça qu'elle va découvrir. Alors, il y a autre chose qui m'a beaucoup surpris, une affirmation, j'aimerais que vous en parliez, à savoir que l'écologie radicale, le terrorisme vert, serait la deuxième source de terrorisme selon le FBI aux États-Unis après le terrorisme islamique. Oui, ça a été dit, ça dépend des années, mais ils considèrent cette menace, ils la prennent très au sérieux. En Angleterre aussi, le FLA, le Fonds de libération animale en Angleterre, est extrêmement dangereux dans la mesure où ce sont des gens qui tuent, ce sont des gens qui n'hésitent pas des actions, oui, bien à sûr. mener des actions meurtrières. C'est un phénomène qu'on ne connaît pas du tout ici. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est un livre qui contient aussi un certain nombre de théories néolibérales poussées très très loin. Presque les ennemis désignés, ce seraient les pauvres. C'est-à-dire qu'en gros, si on supprimait les pauvres, la fameuse formule salaud de pauvres dans la traversée de Paris, si on supprimait les pauvres, peut-être que la planète irait mieux. Et c'est une entreprise de ce genre qui est menée dans le livre. Oui, mais c'est pas cette tentation un jour d'éliminer ceux qui sont trop nombreux et qui d'une certaine manière vont faire chavirer la barque s'ils montent dedans. Ça, c'est quelque chose qui existe. Vous savez, c'est pas un livre où j'invente quoi que ce soit. J'ai mis bout à bout des choses existantes. Des fois, on préférerait que vous inventiez parce que ça fait un petit peu peur. Enfin, je voudrais dire pour ceux qui vous connaissent et qui savent combien vous aimez le Brésil, qu'à la fin, vous sauvez le Brésil quand même. J'allais dire presque comme d'habitude. Alors, la figure libre, c'est l'occasion pour vous de revenir. Alors, on a une jolie petite danseuse, vous allez voir. Elle est mignonnette comme tout. Voilà. Et elle figure, cette figure libre. C'est un peu du patinage artistique. Vous pouvez lui donner une note, mais bon. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi dans l'actualité comme sujet sur lequel vous avez envie de réagir ? Un peu dans la ligne de ce qu'on était en train de dire, je voulais parler de la pseudo ou potentielle candidature de Nicolas Hulot. Bon, c'est amusant parce que c'est vraiment l'exemple type, si vous voulez, d'une écologie qui n'existe qu'en France. C'est-à-dire une écologie qui rassemble tout le monde. Et c'est une écologie qui, à mon avis, est très très loin des vrais enjeux, des vraies tensions, si vous voulez, de ce qu'on peut découvrir dans ce livre et qui existe ailleurs. Voilà. Mais alors, comment vous expliquez qu'il y ait cette espèce de mouvement d'adhésion vers lui? Est-ce que c'est une adhésion vers l'écologie, une prise de conscience? Ce qui est vrai, c'est que ces thèmes sont en ce moment en train d'émerger parce que les gens sont en train de se dire qu'en effet, ces thèmes sont absolument centraux, si vous voulez. Mais simplement, si vraiment ça devient un sujet fondamental, on va découvrir les problématiques qui sont là-dedans. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que l'écologie, c'est pas seulement le recyclage des déchets, éteindre la lumière en sortant, etc. Il y a une idéologie. Voilà, il y a surtout des croisements, c'est-à-dire un danger très très profond à aller soit vers une écologie, j'allais dire gentille, ou en tout cas humaine et humaniste, soit vers une écologie qui peut être anti-humaniste et extrêmement grave. Luc Ferry avait fait un bouquin il y a 10 ans qui était extraordinaire là-dessus, il montrait bien que le régime nazi était un des plus grands régime écologique. Je veux dire qu'il y avait une législation écologiste nazie qui était très belle. Pourquoi ? Parce qu'il y a une écologie anti-humaniste. Il y a une écologie contre l'homme. Et si c'est cette voie-là qu'on choisit, elle est dramatique. Bon. Donc c'est un sujet sur lequel aussi on aura à revenir pendant ces quelques mois. Ça va être un sujet qui va nous occuper. Notre deuxième séquence ping-pong qui est matérialisée par cette petite balle. Je vous demande de prendre en main. On le détend, on joue avec, on fait ce qu'on veut. Qui a pour but de revenir sur
un article ou quelqu'un qui aurait apprécié votre travail d'une manière qui vous a un petit peu heurté et à qui vous voudriez répondre ou sur lequel vous vouliez réagir? J'avais un mauvais souvenir avec Jean-Louis Hésine. Non, ce que j'aime pas, si vous voulez, c'est que fondamentalement, c'est les gens qui critiquent vos livres sans les lire. Voilà. Oui. Je pense que les lire et les critiquer, c'est le droit de tous les critiques. Les lire, ne pas les lire ou lire la première phrase, ça c'est plus gênant. Bon. Il y a un article où je me souviens, on dit que vous avez refusé d'aller dans un voyage humanitaire parce que vous étiez pris par le Goncourt. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais pas de fonction dans l'humanitaire non plus. Donc si vous voulez, voilà, j'aurais probablement pas fait si j'avais été, comme les 3 dernières années, j'étais président d'Action contre la faim. Voilà, vous êtes maintenant président d'honneur. Voilà, vous avez, mais pendant 3 ans, j'ai dirigé cette association qui est la 2e association française derrière Médecins sans frontières en termes de nombre d'expatriés, de programmes, etc. Et je lui ai donné une priorité totale. Donc bon, vous savez, moi je suis médecin à l'origine, donc j'ai écrit en me sentant un peu passager clandestin, c'est-à-dire le gars qui fait un truc dans son coin et puis un jour il y a le projecteur braqué, les prix, le concours, etc. Et c'est vrai que quand on me rejette du milieu littéraire, ça me fait un peu de peine parce que j'ai l'impression, si vous voulez, qu'on me renvoie dans mon médecin, cambouis. Médecin, dans la tente, French Doctor. French Doctor, c'est ça. Et je pense que la médecine, pour moi, c'est plus qu'un métier technique, si vous voulez, c'est une grande culture, c'est une formation humaniste, en fait. Moi, j'ai choisi ça comme ça. Mais quand même, pour moi, la médecine, c'était ça. C'était une discipline, finalement, humaniste, qui était proche de la littérature par certains côtés, d'ailleurs, et puis une discipline d'engagement avec des figures comme Clémenceau, comme des gens comme ça, qui étaient des figures de médecins engagés, quoi, et qu'on ne retrouve plus tellement aujourd'hui, sauf dans l'humanitaire. Bon, voilà. Remercie à Jean-Louis Hésine. On n'a pas eu à parler de lui, on a parlé d'autres choses et c'était très très bien. Passion d'auteur. Alors la passion d'auteur, c'est l'idée de venir sur des lectures qui nous ont particulièrement intéressés. Alors ici, un auteur qui vous a plu, intéressé, passionné. J'ai un auteur, j'allais dire un peu fétiche, un peu familial, qui est Alain Fournier, avec Le Grand Môle, parce que je suis né dans le Berry. C'est pas ça qui m'a donné le goût de la montagne, mais en tout cas, voilà. Bourges, vous êtes de Bourges. Alors, on donne en général un miroir. C'est un petit peu comme ça le côté méditatif de la chose. Alors, Alain Fournier, Le Grand Môle. Bon, c'est quelqu'un qui a eu la chance, j'allais dire, de mourir jeune, parce que finalement, peut-être que la suite se serait moins bien passée. 1914, oui. 1914, il est mort pendant la guerre et il a laissé une œuvre assez brève, dont évidemment Le Grand Môle. Le Grand Môle et une pièce de théâtre. Voilà, et puis c'est une correspondance aussi. Voilà, mais c'est un auteur qui a donné une existence à un pays qui n'en avait pas ou peu, enfin à part Georges Sand bien sûr. Et le personnage d'Augustin Môle, pour moi, est un personnage de grand frère, si vous voulez. Voilà. On pourrait presque être étonné et pas voir le rapport entre votre goût du voyage et Le Grand Môle, alors que dans Le Grand Môle, il y a la notion de pays mystérieux. Ah oui, mais Le Grand Môle, c'est exactement un roman de voyage pour moi. C'est-à-dire c'est le domaine mystérieux, cette voyage qui ne retrouve pas par la suite d'ailleurs. C'est-à-dire que ce voyage qui ne retrouve pas dans le voyage, dans la vraie exploration du lieu, et qui est faite n'appartient qu'au rêve, c'est pour moi, c'est vraiment le voyage. Et on a une espèce de choc entre ce qu'on imagine et ce qu'on découvre, qui est vraiment la tension du voyage et qui est le thème du Grand Môle. L'un nourrissant l'autre. Oui, absolument. Et juste sur le plan anecdotique, c'est que Le Grand Môle n'a raté le Goncourt d'une voix. Ah ouais. Et je vous défie de trouver qui a eu le Goncourt en 1913, on s'en souvient plus, comme quoi, vous voyez, des fois. Ouais. Le journal intime, donc l'idée grâce à cette caméra que je vous remets, voilà, de nous emmener dans un moment intime. Alors, on peut lire, vous êtes à côté de votre épouse, Azeb, que vous avez rencontré en Éthiopie, peut-être votre première mission humanitaire, en fait. Il y avait, moi, je vais vous filmer parce que c'est quand même mieux que quand vous parlez de votre rencontre que je vous filme. Oui, je vous écoute. Alors. Non, mais il y avait en Éthiopie à l'époque, en 85, il y avait un endroit absolument formidable qui était un vieux café qui était tenu par des vieux Italiens. Et elle venait danser là. La boum de dimanche soir. Voilà. Ah, c'était la boum, donc vous êtes rencontrés dans une boum. C'est ça, voilà. Oui, bien sûr. Mais c'était le seul endroit, non mais il faut se replacer aussi dans l'époque, c'est-à-dire que c'était une ville sous un régime très très dur, c'était un régime dictatorial, communiste très dur, etc. C'était le seul endroit où on pouvait s'amuser. Et ces vieux Italiens qui sont morts d'ailleurs maintenant tous, ils faisaient danser tout le monde, il y avait une ambiance extraordinaire là-dedans. Voilà.
Ouais. Alors, et quel rapport comment vous avez fait avec l'Éthiopie? Vous y revenez, vous y retournez, vous avez gardé en ce moment, on y habite, oui. On y habite. Les enfants sont à l'école là-bas, oui. Pendant 2 ans, oui. On voulait qu'elles connaissent un peu leur pays d'origine. Ouais. Donc elles sont à l'école au lycée Gebre Mariam, au lycée français d'Addis. Et moi, je fais la navette, alors ça rajoute encore des voyages. Voilà, c'était un très très joli moment, un moment de journal intime. Comme ça, on peut savoir qu'on peut rencontrer sa future femme dans une boum en Éthiopie. C'est quand même, c'est quand même assez extraordinaire. En tout cas, moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est de lire ce Parfum d'Adam, Jean-Christophe Ruffin, Senteur pour sauver l'humanité. Merci beaucoup. Enfin, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Zeb, je me permets de vous saluer.